Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai, 9h-10h, Patrick Roger. Nous sommes à un peu plus de 4 mois. Je disais 4 mois tout à l'heure, mais non, parce que évidemment, il va y avoir un compte à rebours dès le début du mois de juillet sur ces Jeux Olympiques avec la cérémonie qui est prévue le 26 juillet. Et dès le début juillet, Paris va être un peu quadrillé, paralysé en quelque sorte pour accueillir toutes les délégations. Est-ce que nous sommes prêts ? C'est la question qu'on se pose parce que ce soit en termes de sécurité, de tourisme, de transport, enfin dans tous les domaines, on se pose beaucoup de questions. On manque de bras, par exemple, dans la sécurité. Nous allons voir ça avec beaucoup d'invités et vous pouvez réagir au 0826 300 300. Il y a Armand de Randinger qui est avec nous, consultant spécialisé dans les JO. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vangelis Panayotis, consultant spécialiste hôtellerie et tourisme. Bonjour. Bonjour. Bon, est-ce que finalement on ne s'alarme pas un tout petit peu trop ? Ou est-ce que on sera prêt ? La ministre en charge du tourisme, tout à l'heure, Olivia Grégoire, disait on va être prêt, mais c'est quand même compliqué avec la mairie de Paris. Oui, bon, ça c'est une réponse politique. Oui. Je n'ai pas connu depuis 1980 des Jeux Olympiques qui n'ont pas posé problème 4 mois avant la cérémonie d'ouverture. Ouais. C'est clair, il y a des problèmes. On n'est pas prêt pour demain matin, mais on sera prêt pour organiser des Jeux. Le 26 juillet. Mais le problème, juste pour dire, on sera prêt, mais est-ce que ce seront les Jeux qu'on nous a promis ? C'est ça le problème. Oui, c'est vrai. Là où on a encore beaucoup de choses à faire, alors c'est quoi ? Je parlais de la sécurité tout à l'heure, c'est vrai qu'on manque de bras. C'est très simple, ce qu'il y a à faire. Bon, il faut savoir qu'il faut organiser les Jeux, la fête olympique, la fête des sportifs. Bon, ça, on sait l'organiser. Mais comme on a fait une promesse incroyable en disant qu'on va, grâce à ces Jeux, transformer la politique française, la gouvernance du sport, l'école, les banlieues et tout ça, on a mis la barre très très haute. Et du coup, il y a tout ce qui peut paraître superflu par rapport aux Jeux, qui pose problème, et qui vient perturber l'organisation logistique. Et logistique pour moi, je pense à la sécurité, ça c'est un problème majeur, je pense au transport et à l'hébergement, je pense à la fête populaire. Parce que des Jeux, il faut qu'ils soient festifs. Si c'est des Jeux pour avoir derrière chaque spectateur, j'allais dire, un gendarme ou un militaire, cela pose problème. Or, aujourd'hui, on doit être prêt pour les Jeux au minimum, mais on doit aussi livrer des choses qui sont indispensables. Et là, la sécurité et le transport, ça pose un problème. Notamment ces inquiétudes autour de la cérémonie d'ouverture sur la scène, parce qu'on a voulu quelque chose d'assez exceptionnel, mais là, c'est compliqué à sécuriser, bien sûr. Alors, écoutez, c'est quelque chose d'exceptionnel et d'inédit, ça ne s'est jamais fait. Et là, moi, j'étais le premier à applaudir des deux mains, à dire, mais c'est fantastique, cette idée est géniale. Mais là, la France a été très, très originale. Elle a dit oui, on aura une cérémonie d'ouverture extraordinaire, mais on n'a pas défini les moyens et les ressources qui sont nécessaires. Et maintenant, on se rend compte que les ressources et les moyens, il faut les avoir et on les a pas aujourd'hui. Donc, on réduit un peu la voilure, et ce qui fait un peu tâche. Oui, c'est pas encore défini précisément sur ce que l'on va faire. Ah non, ce n'est pas défini. Parce que le plan de la sécurité... Il y a le plan B, il y a le plan C. Oui, enfin, il n'y a même pas le plan A, B et C, il y a le plan A, B dégradé, C dégradé, et ainsi. Donc on aura à un moment donné une série d'ouvertures, c'est clair. Mais à quel prix ? Voyons maintenant aussi du côté de l'accueil, aussi bien sûr, en matière d'hôtellerie, tourisme, puisqu'on attend 15 millions de personnes. Alors 15 millions, Vangelis Panayotis, 15 millions, c'est des touristes en général, quoi, bien sûr. Et puis un certain nombre pour les JO, quoi. Oui, tout à fait, évidemment. Enfin, les JO, ça va rester le moment phare de cette période. On voit déjà dans les réservations qu'on est très élevé sur cette semaine-là, particulièrement sur l'ouverture. Sur le 26 juillet. Oui, tout à fait. C'est du 26 juillet au 11 août, pour donner les dates exactement. précises. Et puis après, il y aura les Jeux paralympiques également. Bien sûr. On voit pas encore dans la réservation des soubresauts, mais c'est plutôt début septembre. Là où les professionnels étaient un peu interrogatifs, pour dire ça simplement, c'était toute cette communication négative qu'on a vécue jusqu'à encore peu de temps. On avait l'impression qu'on devait se barricader parce qu'un typhon allait venir ravager la ville de Paris. On a dit, il faut télétravailler, il faut pas aller dans les transports, il faut quitter la ville, alors que c'est censé être une fête populaire
populaire, on est censé rassembler les gens. Et je trouve que c'est quand même une vertu extraordinaire quand on est le premier pays touristique au monde avec peut-être l'une des plus belles capitales, allez soyons un peu chauvin à visiter, on a envie d'accueillir les gens, de leur montrer nos savoir-faire, notre gastronomie, la qualité des hébergements qu'on a, on a des très bons professionnels. Et là, je trouve que depuis quelques temps, ça y est, là, on commence à avoir un peu une communication un peu plus positive. Mais en même temps... c'est Anne Hidalgo qui a dit l'autre jour, restez là, les Parisiens, ne partez pas. Ouais. Bon, ça sent quand même un peu la panique quand on dit ça. J'ai pas senti la conviction dans la voix, mais effectivement, elle a quelque part raison. Il faut en faire une vraie fête. Mais attendez, elle a raison, sauf que on voit, on a reçu les plans de circulation, il y a beaucoup de zones où on ne pourra pas circuler, les transports vont être 2-3 fois plus chers, il va y avoir beaucoup de monde. Comment vous faites, quoi ? Est-ce que vous restez vraiment dans Paris ? Alors, si on compare à Londres, parce que c'est intéressant de se comparer aussi, parce qu'on pourrait dire Rio, on pourrait dire Tokyo, Pékin, mais vraiment, je pense qu'il va être comparable, c'est peut-être un peu ce qui s'est passé sur Londres. Ce qu'on retient, c'est qu'on a effectivement eu un petit peu moins de fréquentation dans les hôtels, parce que effectivement, la clientèle classique n'avait peut-être pas envie de se mêler à l'effervescence des jeux. C'est une autre clientèle qui va venir à ce moment-là, à des prix qui sont des prix sympas, et donc c'est très bien. On veut aussi des retombées économiques, donc ça c'est une bonne chose. Mais on va avoir Paris et la France qui vont être en Mondiovision, une campagne de pub exceptionnelle pour nous, et donc on voit que les retombées ensuite durent pendant 2, 3, 4 ans. À condition que tout se passe bien. Justement. Évidemment. Ah oui, non, mais c'est ça, parce que vous pouvez avoir une pub positive comme une pub négative. Quoi, bien sûr. C'est là où la sécurité est importante. Oui, complètement. On va y revenir d'ailleurs dans un instant. On aura un spécialiste de l'association des métiers de la sécurité qui sera avec nous. Mais il y a aussi Franck Delvaux, qui est président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Franck Delvaux, est-ce que vous allez être prêt, justement, parce qu'il y a un certain nombre de questions que l'on se pose autour de l'hébergement et de l'accueil des visiteurs à l'occasion de ces Jeux. Nous, on sera prêts, mais je pense que votre invité a parfaitement bien résumé la situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu toute une campagne où on demandait aux gens de rester chez eux, de télétravailler. On sait aujourd'hui que beaucoup d'entreprises ne vont plus faire de réunions en physique à Paris dès mi-juin, les administrations également. Donc tout ça ne ressemble pas à des jeux festifs. On dit plutôt aux gens de rester chez eux. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on oublie aussi que Paris est la capitale, Paris de France, on est la première région française, européenne, mondiale en termes de tourisme. Je rappelle que Paris, c'est 6 millions de touristes en juillet-août, dont 3 millions d'étrangers. Or là, on sait que sur les 15 millions de visiteurs, il n'y a que 1 million d'étrangers. Donc en fait, effectivement, on peut regarder, nous on l'a fait aussi par rapport à ce qui s'est passé à Londres, il y aura certainement moins de monde pendant les JO, moins de touristes et moins de fréquentation hôtelière, c'est ce qui s'est passé à Londres, également dans les établissements festifs. Mais effectivement, après, il faut regarder ça sur un ensemble, sur une période d'1 an, 2 ans, qui va mettre Paris au firmament et qui amènera plus de touristes par la suite. D'ailleurs, est-ce qu'on est d'accord sur les chiffres, Vangelis Panayotis? On parle de 15 millions de personnes, mais je n'arrive pas... D'où ça vient, ce chiffre? Je n'arrive pas à comprendre. On fera le décompte à la fin, ce sera certainement plus simple. Pour rebondir sur les propos de Franck, c'est vrai que le consensus, c'est de dire on aura un peu moins de taux d'occupation. À Londres, les hôtels avaient 2 points de fréquentation en moins par rapport à une période classique. De juillet-août. Moi, je suis plutôt optimiste et je compte sur notre côté un petit peu latin, c'est-à-dire d'être parfois un peu imprévisible. Et j'ai quand même le sentiment que à Londres, en 2012, on était dans un certain contexte et on l'a vu après cette période Covid, l'envie quand même irrépressible des gens de voyager, de s'ouvrir au monde. Et puis Paris, c'est quelque part l'une des destinations qui a le plus gros fantasme auprès des visiteurs du monde entier. Donc cette occasion incroyable de venir non seulement fêter les Jeux Olympiques, mais la Tour Eiffel, le Louvre, Versailles, etc. Je pense que ça va, espérons-le, si ça va vous voulez visiter le Louvre, est-ce que vous vous dites, je vais y aller fin juillet à Paris, alors qu'il y aura les Jeux Olympiques, ça va être difficile de circuler et les transports vont être plus chers quand même aussi. En tout cas, quand vous venez... Tickets de métro et... ça c'est un autre débat, mais quand vous venez... on critique beaucoup le prix des hôteliers, mais enfin, on voit qu'effectivement, on double le prix des tickets de métro et la taxe de séjour. Mais quand vous venez de loin, du Brésil, d'Amérique du Nord ou d'Asie, vous n'allez pas venir uniquement... Enfin, vous allez dire, on va quand même en profiter pour aller visiter la France et ce qu'elle propose. Oui, non mais c'est vrai. Franck Delvaux, d'ailleurs, sur l'accueil et l'hébergement, où on en est là aussi, vous avez une concurrence avec les particuliers qui mettent leur logement en Airbnb à des prix complètement incroyables. C'en est où sur ce dossier ?
Oui, tout à fait, parce que malgré les nombreux débats, en fait, c'est pas nous les hôteliers qui sont champions du monde. Non. Donc on n'a pas la médaille d'or, c'est plutôt les locations meublées touristiques courte durée qui ont la médaille d'or en termes de prix. Donc je ne peux qu'encourager les visiteurs à venir parmi les hôteliers. Il y a plus de 160 000 chambres d'hôtel à Paris-Île-de-France qui sont sécurisées avec du personnel formé. Donc je ne peux que les inviter à venir chez nous. Après, où est-ce qu'on en est dans les réservations? Aujourd'hui, ça réserve beaucoup dans le haut de gamme. Parce qu'il y a les, il y a les grandes, il y a les VIP, il y a les médias internationaux. Dans le haut de gamme, ça réserve beaucoup. Après, l'ensemble des hôteliers n'ont pas encore mis toutes leurs chances sur le marché. Donc là, ça va se faire dans les semaines à venir, jours, semaines à venir. Et ça va se remplir, on l'espère petit à petit. Mais il faut quand même voir que c'est 50% de Franciliens qui ont acheté quand même les billets pour les JO. Donc eux, ils iront pas à l'hôtel. Ouais. Merci Franck Delvaux. On va continuer parce que c'était un défi, vous l'avez dit tout à l'heure, Armand de Randinger, la sécurité. Et Londres, on se souvient de Londres. Quelques semaines avant, il n'y avait pas suffisamment d'entreprises privées. Alors il y en avait une qui avait fait faillite, en quelque sorte. C'est ça, et donc on avait fait appel à l'armée et la police. Non, juste pour rebondir sur un point qui est assez important, il y a Paris souffre dans sa communication de n'avoir pas réfléchi au lendemain de l'attribution des Jeux en septembre 2017, de mettre à plat complètement quelle est la logistique indispensable en matière de transport, en matière d'hébergement, pour les Jeux Olympiques qui auront lieu 7 ans plus tard, en se posant la question de savoir quels sont les droits et les devoirs du CIO, qui a comme sponsor Airbnb, déjà, et de voir quelles sont les conditions, je dirais, très spécifiques qui sont de Paris, qui est sans doute l'une des villes qui accueille le mieux par le nombre d'hôtels qui existent. Il n'y a pas de problème. Sûr. Or, là, il y a eu, des contradictions absolument formelles qui fait qu'aujourd'hui, il y a un peu de friture sur la ligne. Mais je pense qu'effectivement, on va s'en sortir. Cependant, pour revenir sur votre problème, sur la sécurité. Londres, les Jeux ont été attribués en 2005. Le lendemain de leur attribution, attentat dans le métro à Londres. 7 morts. Et Londres, en matière de sécurité, très tôt, s'est penché sur ce problème, sachant que la notion de sécurité, au départ, n'était prévue que pour 300 millions de livres sterling, et à l'arrivée, on est à plus de 1,5 milliard. En France, nous avons prévu une provision au départ de 150 millions. Ce qui est dérisoire, qui est stupide. La sécurité, à Sochi, vous direz c'est un régime non démocratique, c'était 5 milliards de dollars. Non, en France, on sera au-delà du milliard, mais disons la vérité, et il fallait anticiper très tôt. Donc maintenant, on essaie de rattraper le coup. Oui, allez, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Vous êtes retraité, tiens, ça vous intéresse peut-être. Est-ce que vous voulez vous engager pour la sécurité? On recherche. Il y a une lettre qui a été envoyée à environ 200 000 retraités de l'Île-de-France pour savoir s'ils ne voulaient pas rejoindre les rangs de la sécurité à l'occasion des Jeux Olympiques. On en parle dans un instant avec un de nos invités, bien sûr, et puis le plateau. Et vous pouvez continuer de réagir. 9h46 sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai, 9h-10h, Patrick Roger. Bon, alors est-ce qu'on panique à tort ou est-ce qu'on a raison de s'inquiéter avant les Jeux Olympiques dans 4-5 mois maintenant à Paris, 26 juillet. On en parle avec vous, Armand de Randinger. Vous dites, il faut pas paniquer non plus, on y sera. Mais sauf que quand même, il y a... Sauf gilets jaunes, gilets verts, gilets rouges, terrorisme, tout ce que vous voulez, les Jeux auront lieu. Ils ne seront pas les Jeux qu'on a promis. Oui. Alors ne paniquons pas. Aujourd'hui, la panique, elle est au niveau de la communication et de la politique. Oui. Aujourd'hui, les Jeux... C'est votre avis aussi? C'est la com comme... Alors qu'au point de vue technique, on a toutes les ressources qu'il faut, mais elles sont quand même beaucoup perturbées par les oppositions politiques et par une certaine volonté à vouloir s'attribuer les plumes du pan. En tout cas, clairement, il y a du parasitage au niveau politique. On ne comprend pas trop dans quelle direction ça va. On se rend compte que c'est un peu gouvernement contre ville de Paris. Bon, on va laisser aux politiques les histoires politiciennes, mais les professionnels, eux, sont prêts, sont attentifs. Alors, les professionnels sont prêts. Pas tous. Dans le domaine de la sécurité, par exemple, on n'a pas encore réussi à recruter suffisamment, à tel point, je le disais, qu'on a envoyé des lettres et des courriers à des étudiants, à des lycéens, je sais pas, étudiants, oui, et à des retraités, notamment. Sofiane Abou-Beker, vous êtes avec nous, président de l'Association des métiers de la sécurité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Où en êtes-vous du côté de la sécurité privée, hein, je précise, bien sûr, parce que vous recherchez en fait des agents. Où en est-on précisément, donc?
Alors, la situation, elle est un peu plus... effectivement, on a quand même pas mal de pénurie de main-d'œuvre dans notre pays, donc notre secteur, effectivement, n'y échappe pas. On a besoin de 40 000 agents privés de sécurité pour couvrir l'intégralité des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, on a un peu plus d'un tiers d'agents qui ont été mobilisés. Donc, on aura un déficit de main-d'œuvre, et c'est pour ça qu'on travaille avec le ministère de l'Intérieur pour faire une action coordonnée avec les services de l'État pour pouvoir assurer la sécurité de cet événement planétaire. Donc, il vous manque. Et alors, comment faites-vous pour l'instant pour essayer de recruter encore? Je disais qu'il y avait des lettres qui avaient été envoyées à des retraités notamment, et puis y compris des bénévoles aussi, je crois, parce qu'il y avait des bénévoles qui, dans un premier temps, s'étaient signalés pour essayer d'intervenir, et aujourd'hui, on essaie de revenir vers eux pour leur dire vous aurez une formation accélérée pour être agent de sécurité. C'est ça ou pas? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour rentrer dans nos métiers, c'est un peu le parcours du combattant. Ça prend en moyenne 6 mois. Pourquoi ? Parce que, et ça c'est normal, il y a un premier filtre de moralité qui est fait par un établissement qui s'appelle le Conseil national de l'activité privée de sécurité. Il va s'assurer que les candidats pour entrer dans nos métiers ne présentent pas de risque particulier pour la sécurité, ce qui est une bonne chose. Mais ensuite, on a un parcours de formation qui est un parcours de formation du combattant. Il faut faire une formation en théorie de 5 semaines, en cycle, ce qu'on appelle en cycle collectif, ça veut dire qu'il n'y a pas on peut pas la faire à distance, on peut pas la faire à son rythme. Puis passer un examen. Une fois qu'on a passé l'examen, il faut obtenir la carte professionnelle, ce qui est un peu plus rapide aujourd'hui que ce qui n'était par le passé, puisque justement les Jeux Olympiques arrivent. Et donc, pour pouvoir accélérer le parcours de formation, l'État, dans sa grande bonté, nous a mis un parcours de formation de 3 semaines. Réduit. Sauf que les conditions de formation sont aussi des conditions de formation en cycle collectif. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de faire la formation à distance et de pouvoir attirer de nouveaux profils comme des étudiants ou comme d'autres personnes qui seraient déjà en emploi. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la sécurité événementielle, c'est par définition une activité intermittente. Il n'y a pas de boulot en permanence sur ces postes de travail. Et que donc, ça peut être des postes de complément de salaire, de complément de revenus. Sauf que comment voulez-vous objectivement faire une formation de 3 semaines si vous êtes déjà en poste quelque part? C'est pas possible en fait. Et donc ça, c'est ce qu'on a dit il y a maintenant plus de 2 ans au pouvoir public en leur disant il faut adapter, il faut que notre métier puisse rentrer dans le 21e siècle et pouvoir avoir des parcours de formation, y compris en distanciel, avec des examens assurés le cas échéant de façon différente par l'État, pour que l'on puisse attirer ces nouveaux profils. Puisque si on n'en avait qu'un 1%, grosso modo, des étudiants, ce que j'ai dit il y a plus de 2 ans aujourd'hui au pouvoir public, on aurait déjà réduit l'équation. Donc, on paye, si vous voulez, cette complexité administrative franco-française qui fait qu'on se retrouve dans une situation un peu d'impasse pour pouvoir recruter. Mais alors, est-ce que vous aurez les 40 000 alors, comme prévu? Non, on n'aura pas les 40 000. Ça, c'est une certitude. À 4 mois des Jeux, aujourd'hui, effectivement, même si on avait tous les candidats possibles, on ne serait pas en capacité de pouvoir former 20 000 personnes en l'espace de 4 mois. Alors, comment on va faire sur le déficit? Alors, sur le déficit, ce qui risque de se passer, c'est déficit personnel, j'entends. Oui, bien sûr. C'est l'État qui va devoir non pas combler, mais assurer sa mission régalienne de protection des intérêts en faisant recours à l'armée, ce qui est déjà dans les tuyaux, et puis au service de police et de gendarmerie, puisque comme vous le disiez, Gérald Darmanin a adressé un courrier aux policiers et aux gendarmes avec un certain nombre de primes. Ah bah oui, bien sûr. Et puis j'entends beaucoup de professionnels du tourisme partout en France qui organisent des événements, des courses cyclistes, ou alors par exemple les stations balnéaires où on leur dit cette année vous n'aurez pas votre compagnie de CRS pour venir faire la circulation, etc. parce qu'ils vont être mobilisés, notamment pour les Jeux, et puis un petit peu de vacances derrière, quoi. Non, mais c'est vraiment l'équation, et là c'est très bien résumé. On fait pas 9 femmes ne font pas un enfant en 1 mois, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On se trouve confronté à une équation qui est insoluble. Le problème a été pris très tardivement, a été pris au moment où l'État a pris la main complètement sur la sécurité. C'était en juillet 2022 en nommant Amélie Oudéa-Castéra à la tête des Jeux Olympiques et du ministère des Sports. Donc on se trouve confronté, quand je dis on, Monsieur Nunez et Monsieur Cadeau, qui sont
qui sont des gens excessivement sur compétents. La sécurité, sur la sécurité, se trouvent confrontés à trouver 50 000 personnes au minimum formées. Donc l'armée va y participer, la gendarmerie, mais on va les prendre où? On va les prendre sur les aéroports, on va les prendre sur les hôpitaux et ainsi de suite. Sofiane Aboubakar, s'il y a des gens qui nous entendent, là, qui se disent tiens, moi je peux y aller, je serai disponible, c'est encore possible, hein, ou pas? Bien sûr, c'est encore possible. Faire de la formation accélérée, comme vous avez dit, là, en fait, quoi. Hein, bien sûr, on peut faire la formation accélérée. Il y a des centres de formation qui proposent des sessions de formation très régulières. Et naturellement, plus on aura de personnes, plus la filière sera mobilisée pour pouvoir les former le plus rapidement possible pour qu'ils puissent être opérationnels. Sachant que, encore une fois, sur la partie des Jeux Olympiques, les missions confiées à la sécurité privée, c'est pas des missions de maintien de l'ordre, hein, ça c'est le job de l'État. Nous, ce sera essentiellement de faire ce qu'on appelle du contrôle d'accès, c'est-à-dire de s'assurer que les personnes qui rentrent sur un périmètre sont bien les personnes qui sont autorisées à rentrer, et de l'inspection filtrage, et des rondes de sécurité. Voilà. Donc ce ne sont pas des métiers extrêmement techniques. Non, mais en revanche, il faut avoir, et ce que vous avez dit, c'est vrai qu'il faut avoir la confiance, et il faut mener une petite enquête avant, et bien sûr, pour ne pas se laisser infiltrer aussi. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à cette émission, en tout cas sur ces Jeux. On va suivre ça. Il reste 4 mois et demi, il faut retrousser les manches. Hein. Et encore, on n'a pas parlé des infrastructures. Ça vient. On sera prêt. Même si on a construit une piscine qui n'est pas complètement olympique. Bon. Ça arrive. Ça ne devrait pas arriver. Merci en tout cas d'avoir été nos invités. Dans un instant, c'est Valérie Expert, Gilles Gansman, qui reçoivent notamment dans la partie média Guy Lagache pour, je crois, un documentaire sur Ushuaïa. Merci à tous et à demain. Sud Radio Parlons Vrai, 9h-10h, Patrick Roger. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.